Jour, macaron, petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, rouge, maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abatture, bâton, casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Ce que je recevais dans le bateau qui m'entraînait vers cet autre monde, c'était aussi la mémoire. Le présent africain effaçait tout ce qui l'avait précédé. La guerre, le confinement dans l'appartement de Nice, où nous vivions à 5 dans 2 pièces mansardées, et même à 6 en comptant la bonne dont ma grand-mère n'avait pas résolu de se passer. Les rations, ou bien la fuite dans la montagne où ma mère devait se cacher, de peur d'être raflée par la Gestapo. Tout cela s'effaçait, disparaissait, devenait irréel. Désormais, pour moi, il y aurait avant et après l'Afrique. Felipe Gonçalves est chercheur en littérature. Il a un master en littérature intitulé Voyage, initiation et extase matérielle dans le roman de J.M.G. Leclésio. Aujourd'hui, au doctorat, il continue sa recherche sur l'œuvre de cet auteur franco-mauricien. Son doctorat porte sur les œuvres que Leclésio a écrites sur le Mexique, en particulier ses essais sur la colonisation et la culture des peuples précolombiens de ce pays. Au-delà de chercheur, Philippe travaille également comme professeur de langue française. Il est aussi membre du groupe d'études Space de la littérature contemporaine. Salut, soyez les bienvenus. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je suis Adrien Louis et comme d'habitude, j'ai à côté de moi mon amie et ma camarade Luisa Moraes. Comment ça va, Luisa? Ça va bien, et toi? Très très bien, merci. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un ami qui a beaucoup étudié, au contraire de nous. Salut Philippe, comment ça va? Philippe Gonçalves. Salut, ça va, et vous? Maintenant, encore mieux, en fait. Oui. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en réalité. Hein. La pandémie, horrible. Et on continue comme ça, hein, parce qu'on se voit en virtuel dans ce moment. Ouais. Oui, voilà. Mais bon, merci en tout cas, merci d'avoir accepté à nous donner un peu de ton temps. Merci d'être ici pour enregistrer cet épisode. Et, alors, généralement, on commence avec cette toute première question que c'est Philippe, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Je voudrais dire que à la queue de la boulangerie, je suis la personne qui veut acheter beaucoup de pain. Quand quand je suis dans la boulangerie, bon, il faut acheter beaucoup de pain. Et cette question-là m'a fait penser un peu à la première fois que je suis entré à la boulangerie Paul à Paris. Bon, Je ne connais pas, c'est très connu, ça. Oui, il y a dans tous les coins à Paris, il y a cette boulangerie, elle est très célèbre C'est comme et très... une franchise. Paul? Oui, c'est une franchise, oui. Et, bon, et quand je suis entré dans cette boulangerie, parce que j'habitais à Argenteuil, avant, j'habitais à Lille et à Lille, il n'y avait pas cette boulangerie-là. Mais quand je suis arrivé à Paris, il y avait partout cette boulangerie. À Argenteuil, c'était la ville où j'habitais. C'est la banlieue parisienne. Et je suis entré, j'ai demandé, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Et la dame, elle a demandé, mais laquelle? À ce moment-là, j'ai aperçu que les baguettes en France ont des prénoms, donc il faut demander les baguettes par le prénom. Et donc, à la queue de la boulangerie, quelquefois, je suis la personne qui est un peu perdue, quand même, surtout en France. Oui, mais c'est drôle, hein, parce qu'ici au Brésil, la queue de la boulangerie, c'est seulement pour payer. Généralement, les choses ne sont pas exposées, hein, on les prend nous-mêmes. Hein. Oui, voilà. Ouais. Et en France, non, c'est tout exposé, c'est presque un musée du pain. Et surtout dans cette boulangerie-là, parce que
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de baguettes, différents types de baguettes. Et il faut les appeler par le prénom. Ah ouais. Tout à fait. Ouais, mais j'ai fait exactement la même connerie, hein. Mais je pense que la faute, ce n'est pas à nous, en fait. C'est la faute des auteurs de livres didactiques de français pour les étrangers, des FLE. C'est Oui, la voilà. étrangère. Ce qu'ils nous apprennent dans les méthodes, que c'est ça, hein. Il y a quelqu'un dans la conversation qui dit une baguette, s'il vous plaît. Et la personne, elle donne la baguette, hein. Elle ne demande pas à laquelle. Ah. Oui, voilà. Et surtout parce que je crois que c'est une chose qui devrait apparaître dans les méthodes parce que, bon, le pain, c'est une chose très importante pour les Français. Donc, pour ne pas être perdu, demandez un croissant parce que croissant, il s'appelle croissant et ça va être croissant toujours. Donc alors, aller en France pour ne manger que de croissants. Voilà, et c'est à 90 centimes, donc c'est très bon marché en plus. Ouais. Ah, ouais. Oh, demandez, soyez sincère, hein. En ce moment, je dis, bon, je ne sais pas, madame, je viens d'arriver en France, je n'ai jamais demandé une baguette. Dites-moi à laquelle choisir. Elle m'a dit, bon, prenez la tradition, parce que c'est la traditionnelle même. Et voilà, tradition, hein. Pour ceux qui nous écoutent et sont jamais allés, ont le projet d'aller en France, demandez une tradition. Une tradition, s'il vous plaît. Tradition, ouais. Alors, Philippe, après cette petite définition, n'est-ce pas, de qui es-tu à la queue de la boulangerie, que j'ai beaucoup aimé en fait, parce qu'en général, on pense souvent à notre profession et ça ne nous définit pas. Hein, j'ai beaucoup aimé en fait. Alors, pourquoi as-tu choisi la littérature comme métier, Philippe? Un peu par hasard, je crois. Parce que, bon, j'étais au cours de lettres, je voulais en fait être journaliste, mais pour une personne qui a étudié dans l'école publique, être journaliste à l'UFMG, c'était presque impossible, parce que, bon, il y avait une très grande concurrence. Et donc, je suis entré à la fac de lettres. Et bon, je commençais, j'aimais étudier portugais, littérature au lycée, etc. Mais ça a été un peu par hasard la littérature parce que je ne savais pas si je pouvais être, si ça pouvait être mon métier, quoi. Et alors, elle est devenue un métier après que je lus la nouvelle que j'analyse dans ma mémoire. J'ai lu Mondo, le livre s'appelle Mondo et autres histoires, mais la première nouvelle de ce livre que je lus, c'était dans un cours, je crois que c'était les récits du XXe siècle, à la faculté de lettres. Et c'était le dernier texte qu'on a lu dans ce cours-là. Et c'était le dernier texte que je lus dans ce cours. Et je le lus dans l'avion parce que j'allais vivre à Lille. J'allais faire mon échange à Lille. Donc, et après lire le texte est très mignon, etc., je dis à la professeure, Madame Massarbeck, que je voulais étudier l'Ecclésio, mais je ne connaissais pas beaucoup l'Ecclésio. Et bon, quand je suis retourné, je me suis plongé dans la littérature de l'Ecclésio et bon, ça a devenu mon métier, un de mes métiers, parce que comme tu as très bien dit au début de cette émission, hein, je suis aussi professeur de français parce que, bon,
la littérature comme métier, bon, et surtout comme un chercheur ici au Brésil, c'est très difficile parce que l'État nous paye très mal. Et bon. Donc, avant tout, je suis un professeur. La littérature, elle est le moyen, un des moyens que je peux quoi, suivre comme professeur, je crois. Ouais. Bon, mais c'est cool cette histoire-là de lire dans l'avion, n'est-ce pas? Donc, il y a tout un, bon, j'imagine, hein, de choses, la tête, le corps et tout. Donc, j'étais déjà prêt, n'est-ce pas, pour vivre une expérience à l'étranger, quoi, et lire un auteur, n'est-ce pas, un livre d'un auteur le voyage, c'est un mot important, hein. Bon, on va parler bientôt sur ça, mais c'est cool, hein, c'est très poétique, quoi. Je sais pas. Oui, c'est un peu poétique et c'est un peu aussi contradictoire parce que le voyage pour le Clésio, c'est par l'avion, d'abord. Donc, mais il y a déjà le thème du voyage dans ce livre que tu lisais pendant le oui. Donc, c'était parfait, en fait, dans ces voyages, hein, d'utiliser, lire un livre. Je ne sais pas si c'est parfait, mais c'était quand même un peu pléonastique, lire un livre sur un voyage, en voyageant. C'était quand même... Oui. C'est peut-être le destin, si les personnes croient en destin. Oui. Au début de cette émission, Lisa t'a présenté, elle a parlé le nom de l'auteur, comment lui-même il signe, que c'est JMG le Clésio. C'est quoi, c'est JMG? Donc, en fait, son vrai nom de naissance, c'est Jean-Marie Gustave Leclésio. Donc, déjà, c'est très intéressant analyser l'œuvre de Leclésio. Elle est très biographique. Donc, c'est un auteur qui a que de prénoms et il utilise le Clésio, qui fait son nom de famille, comme sa signature. Donc, il est le Clésio. Donc, il représente tous les Clésios qui ont déjà passé, surtout en île Maurice, parce qu'il se considère d'abord franco-mauricien, il ne se considère pas français. Donc, oui, c'est ça. Jean-Marie Gustave Leclésio, son nom. Ah, parfait. Et pourquoi le Clésio? Ça a été, tu penses que ça a été cette situation de lire pendant le voyage, où il y a quelque chose dans son écriture à ce moment-là qui t'a fait s'identifier? Tu sais dire quel est le point qui t'a fait choisir cet auteur? Parce que, en fait, une recherche, c'est un peu dédié ta vie pendant quelques années quand même à ces propos-là. Qu'est-ce qu'il y a qui t'a fait dire non, je vais me dédier à ça et voilà. Alors, l'explication de cette question, elle s'est faite par partie dans ma vie quand même, parce que, bon, la première chose que je choisis, c'était le livre, c'était la nouvelle Mondo. Pour ceux qui nous écoutent, déjà, il faut expliquer ces termes, la nouvelle, parce qu'au Brésil, on dit plutôt conte. Mais en France, ils vont utiliser ce terme nouvelle, qui c'est un récit qui c'est plus court qu'un roman et plus long qu'un conte. Donc, l'Ecclésio, il utilise ce terme nouvelle. En général. Et alors, quand je lis cette nouvelle, Mondo, je ne sais pas si vous avez lu parce que... Oui, moi je pense en fait qu'on a fait ce cours-là ensemble. Et... Ah ouais! Ah ouais, je me souviens. Et on a même, on a regardé, il y a un film, n'est-ce pas, sur Il y a un film, j'ai jamais vu le film. Qui est près de la mer, c'est ça? Ouais. Voilà. Bon, je sais pas si je pense que j'ai vu en fait un extrait, parce que je me souviens pas très très bien.
Mais c'est très cool, hein, c'est très mignon, le Mondo. Oui, alors c'est mignon et ce qui m'a fait choisir surtout, c'est que parce que Mondo, il est un enfant. Il est un enfant décidé, quoi. Parce que moi qui avais 20 ans à cette époque-là, je n'étais pas très décidé comme Mondo, un enfant de 10 ans. Donc, cet enfant de 10 ans-là m'a bouleversé un peu. Oui, en fait, Et parce que tu es perdu à la queue de la boulangerie, hein. je suis perdu à la queue de la boulangerie et Mondo, quelquefois aussi, il est perdu. Parce que, donc, je m'identifie beaucoup avec ce personnage-là, hein, parce que euh, c'est un garçon qui n'a pas d'origine. Il arrive dans une ville qui n'est pas nommée non plus. Et, et donc, ces choses-là, non, ce n'est pas nommé les lieux où se passe l'espace du récit. Ce n'est pas nommé où Mondo il est venu, quoi. Je ne sais pas si Mondo il est. On ne sait pas d'où Mondo il est. Il n'a pas de famille, il n'a pas de nom de famille. Il s'appelle juste Mondo. Et le voyage qu'il y a dans cette nouvelle-là, c'est surtout que Mondo, il sort de la ville où il était, qui c'est probablement une ville méditerranéenne, parce qu'à partir de descriptions de la nature même, on voit que c'est une ville méditerranéenne, et l'Ecclésio, il est méditerranéen. Il n'est pas né à Nice, mais il a vécu une grande partie de sa vie à Nice. Donc, c'est ça que... Donc, je choisis l'Ecclésio. Je crois que je n'ai pas choisi l'Ecclésio. Je choisis même Mondo. Et après Madame Arbex, elle m'a dit, ah, il y a d'autres nouvelles que tu peux faire, que tu peux comparer du même livre, parce qu'il y a cette même idée de voyage, de sortir de la ville, aller vers la nature. Et donc, c'est ça qui est né, c'est à un moment-là qui est né ma mémoire. J'ai analysé 3 personnages, Mondo, Lullaby et Daniel, et ils ont tous cette caractéristique-là de faire ce voyage vers la nature. Donc, je choisis plutôt les personnages. Après, quand on entre dans la vie de l'auteur, bon, l'Ecclésio, il est fascinant, la curiosité que l'Ecclésio nous amène, c'est une curiosité très, très bonne. Et je suis content d'avoir croisé avec Mondo et plutôt avoir croisé avec l'Ecclésio. En fait, c'est beau ça, je pense maintenant, hein, parce que, bon, comme tu viens de dire, tu as été passionné par Mondo et en fait, c'est un roman, ce sont des histoires autobiographiques en fait. Donc, Mondo, ça a été en fait le personnage qui a... L'intermédiaire, Oui. ouais, exactement. Ouais. Oui, et je crois aussi que cette idée-là de faire des analyses à partir de la biographie, ok, on peut faire des analyses à partir de la biographie, mais on ne peut pas oublier que ce qui est important dans une œuvre littéraire, hein, c'est quand même l'espace, le personnage, la fiction, quoi. Parce que, bon, Clésio, il écrit beaucoup d'essais aussi, c'est un genre qu'il aime bien écrire, mais il écrit beaucoup de fiction aussi. Donc, je ne peux pas être passionné seulement par le Clésio, je dois être passionné aussi par ses personnages. Ah ouais, sinon, ouais, bien sûr. Ouais. Je vais être toujours perdu à la queue de la boulangerie. Je me passionne par le Clésio. Mais quand même cette image de la boulangerie, tu es perdu là-bas, mais tu sais qu'est-ce que tu veux là-bas, hein, ce que tu veux, tu sais ce que tu cherches. Peut-être du pain, ouais, bien sûr. Mais il faut choisir lequel, mais c'est du pain quand même. Oui, mais choisir, c'est déjà difficile parce que je suis balance. Pour ceux qui croient en astrologie, bon, je suis balance avec beaucoup de choses en balance. Je suis complètement d'accord, c'est trop difficile. Oui,
voilà. Ton mémoire de master, hein, tu l'as écrit en portugais, mais bon, je vais traduire le titre ici pour le français. Il s'appelle Voyage, initiation et extase matérielle aux nouvelles de JMG, l'Ecclésio. Donc, d'où est venu ce titre? C'est trop difficile en fait hein, de créer un titre quand même. Mais... Oui, oui. Alors, le titre, ces trois mots-clés qu'il y a dans le titre, ce sont les concepts que je développe dans le travail. Je développe un peu le concept de voyage. Et pourquoi? Je commence à expliquer les voyages dans ces nouvelles. Ce sont trois nouvelles. J'ai mis dans nouvelles de l'Ecclésio, mais ce sont trois nouvelles. C'est Mando, le Labai et le français. Il y a des Français qui prononcent Lulabi, donc, mais c'est Lullaby, c'est un mot en anglais. Et c'est lui qui n'a jamais vu la mer. Donc, ce sont trois nouvelles que j'analyse dans la mémoire. Et le voyage, comme j'ai déjà commencé à expliquer, à dire, c'est ce voyage qui c'est de la ville vers la nature. Tous les trois personnages, ils font ce chemin-là, ils vont suivre ce chemin de manière différente, mais ils vont tous tomber à la nature, et surtout à la nature, le bois quand même, qui sont proches des villes où ils habitent, qui ce sont des villes au sud de la France, je crois. Aucune ville dans les nouvelles est nommée. Donc, et quand ils arrivent dans la nature, ils vont vivre une espèce d'initiation chamanique. Donc, l'initiation, c'est surtout ça, c'est l'initiation chamanique. Bon, j'utilisais un auteur, Mircea Eliade, qui explique un peu les initiations chamaniques de divers peuples, divers peuples aborigènes. Je peux dire que c'est aborigène parce qu'il n'explique que de peuples de l'Amérique. Et donc, c'est proche, ces rituels que les aborigènes font dans la nature, c'est proche de ce que ces personnages vivent à la nature. Donc, ils font des initiations. Donc, ils se transforment. La nature les transforme et ils vont vivre, ils vont attendre une réalité qui c'est une réalité hors de notre réalité humaine, quoi, des réalités de tous les jours. Et la nature, elle est ce grand, elle est la matérialité qui va faire cette initiation, cette transformation que les personnages vont vivre. Donc, déjà, c'est ça, le voyage vers la nature, une initiation chamanique dans la nature. Et l'extase matérielle, c'est là qu'il va entrer l'Ecclésio. Parce que le premier essai que l'Ecclésio il a écrit, je crois que c'est un essai de 1967, il s'appelle l'extase matérielle. Donc, c'est très difficile déjà, une écriture vraiment difficile que l'Ecclésio a écrit et très poétique. Mais alors, dans cet essai-là, selon l'Ecclésio, on est toujours un peu... la matérialité qui nous entoure, elle a une très grande importance pour nous. Soit la matérialité, il ne va pas dire que la matérialité de la nature, mais par exemple la matérialité de la ville. Il y a des moments dans ces livres-là où il va dire, par exemple, les bruits de voitures, cette matérialité-là, elle va entrer en nous, elle nous transforme, elle dit quelque chose à nous et la grande matérialité que l'Ecclésio aime bien, c'est la nature. L'Ecclésio, c'est une personne qui est fascinée par la nature. Et bon, hier, je suis en train d'écrire un article
Et j'écris pas sur les livres que j'étudie, je vais étudier, je commence à étudier le semestre prochain. Mais c'est le livre L'Africain. C'est le livre que Adrien a lu un extrait au début. Donc, et cette expérience-là, l'Ecclésio, il l'a vécu à l'âge de 8 ans. Donc, c'était un enfant qui est né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la guerre, elle est aussi très importante dans les guerres chez l'Ecclésio parce que il écrit sur les guerres en Afrique, il écrit sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il est né en 1940 et donc, il a passé 8 ans. La guerre, je crois qu'elle a duré 5 ans, donc il a vécu toute la guerre. Il a grandi pendant la guerre et il va... Et quand la guerre, elle finit, quoi. Il va vivre en Afrique. Son père a passé, lui, il a passé toute la guerre dans la guerre, et son père, il a passé toute la guerre en Afrique. C'est là qu'il va découvrir son père et aussi la nature. Donc, la nature va bouleverser cet homme-là d'une manière qu'il dit que c'est une rencontre intellectuelle avec son père et une rencontre intellectuelle aussi avec la nature, la liberté qu'il trouve en Afrique, la liberté du corps. Soudain, il voit des enfants qui ne portent pas de vêtements. Il se demande pourquoi. Il y a des gens, on ne peut pas porter de vêtements. Donc, et cette expérience qu'il vit à l'âge de 8 ans, je crois que va expliquer un peu la fascination que l'Ecclésio il a pour les peuples originaires des lieux où il voyage. Donc, le voyage pour l'Ecclésio, comme j'ai déjà dit, c'est pas l'avion, c'est ce voyage-là qu'il va rencontrer les origines du lieu où il est. C'est pour ça qu'il est intéressé au peuple précolombien du Mexique. Parce que quoi, c'est l'origine de ce pays qui s'appelait déjà le Mexique, que c'était l'un des peuples. Les Mexicains étaient un peuple au Mexique. Et donc, dans tous les lieux qu'il va, il cherche les mythes. Mais quand il est en Afrique, il habitait à Nice et il est allé où en Afrique? Au Nigeria. Ah, Au Nigeria. Son père, il était médecin de Proust. En français, on appelle médecin de Proust. Qu'est-ce que c'est ça? C'est presque ce qui fait le Drauzio Varela. Donc, c'est un médecin qui va prendre soin des personnes, va étudier. Son père, il a étudié la médecine tropicale. Donc, il a étudié toutes les maladies tropicales. Il a fait ça, ses études à Londres. Donc, son père est anglais, sa mère est française. Et donc, il était l'unique médecin dans un domaine très large au Nigeria, quoi. Donc, il était un peu une espèce de sorcière parce que, bon, il a commencé la médecine dans des régions nigérianes. Donc, il y a quelquefois, les gens ne lui croyaient pas. Et bon, c'est ça. Et l'Ecclésio, il a vécu très peu de temps au Nigeria, en fait. Il a vécu juste 1 an. Après, il est revenu avec sa mère en Afrique. Il n'explique pas en France, il n'explique pas pourquoi. Mais bon, c'était 1 an de sa vie qui a modifié toute sa perception du monde. Donc, une chose qu'il faudrait dire aussi, que l'Ecclésio, il est un héritier de la colonisation. Donc, il a vécu la colonisation, surtout la colonisation en Afrique. C'était le pays où son père
au Nigeria, et aussi les mouvements d'indépendance. Donc, il questionne un peu aussi ces mouvements d'indépendance, comment ces mouvements d'indépendance en Afrique c'est arrivé, comment s'est passé ça. Donc, quels étaient les intérêts derrière les indépendances en Afrique aussi. Donc, c'est un auteur très compliqué, en fait. Je pense que tout le monde est un peu complexe, mais c'est vraiment une belle histoire, en fait. Et c'est bon d'écouter ça parce qu'on voit cette formation aussi de la personne, des faits les choses qui se passent dans notre vie nous transforment, nous font, en fait. Hein. Oui. Et en t'écoutant, c'est drôle parce que ce contact que tu as eu avec le Clésio, il va parler de ça, des voyages, initiation, extase matérielle. Je pense que tu le vivais quand tu l'as lu, parce que tu passais par une initiation professionnelle au niveau de FLE, de français, d'un professeur de français à langue étrangère, le moment d'aller vers le pays où parle la langue que tu étudies. Donc, oui. Ça c'est un mouvement d'initiation aussi. Hein? Voilà. Donc, tu étais en train de faire ce mouvement et tu as lu un livre qui parle de ça et voilà, c'est le destin, comme tu as dit. Hein? Pour ceux qui croient. Parfait. Tu as commencé à nous parler de cette autre partie de son œuvre qui va parler du Mexique. Et on discutait avant le début de l'enregistrement du podcast que ça, c'est ton projet actuel de doctorat, n'est-ce pas? Tu vas étudier sur cette culture amérindienne et du Mexique moderne et contemporain dans les œuvres de l'Ecclésio. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus? Oui, donc c'est une recherche qui commence, ok? Donc, alors, il faut... On ne voit pas les résultats de la recherche, juste... Non. On a quand même... il faut dire aussi que dans les sciences humaines, quand on fait un projet, on a un résultat qui est là à la fin du tunnel. Il a un résultat qu'on voit très bien. Donc, mais bon... Alors, j'ai découvert cette partie. L'Ecclésio, c'est un auteur qui voyage, déjà. Comme on a très bien parlé, il a vécu dans les 5 continents du monde. Il a vécu en Europe, quoi. Il est né en Afrique du Nord et en Afrique noire. Donc, il a des romans dans l'Afrique musulmane, l'Afrique arabe, il a des romans sur l'Afrique noire, il a vécu aux Amériques, donc il a vécu au Mexique, il a vécu au Panama, il a vécu aux États-Unis, il a vécu en Asie, aujourd'hui il écrit beaucoup sur la Chine et sur la Corée du Sud, et il a vécu aussi en Océanie, donc surtout avec les peuples aborigènes de Océanie. Donc, je crois qu'il n'a pas vécu seulement en Antarctique parce qu'il n'y a pas de peuple là. Parce que, bon, il cherche les mythes. Donc, les mythes en Antarctique, c'est un peu difficile. Alors, j'ai découvert le Mexique chez l'Ecclésio parce qu'il a un essai qui s'appelle Haï. C'est un essai très ethnographique, donc les essais de l'Ecclésio, ils sont très ethnographiques, donc c'est l'une des lectures que j'utilise pour étudier l'Ecclésio à partir de l'ethnographie. Mais, pardon, Haï, c'est quoi? Haï, ça veut dire, c'est dans la langue de ces peuples-là où il a vécu. Bon, il y a une explication philosophique, je ne me rappelle pas très bien, mais bon, je peux... Enfin, donc haï, c'est pas la haine en français, non.
c'est la langue, c'est dans la langue amérindienne qu'il a étudié, qu'il a parlé. Il a vécu avec les Emberas. C'est un peuple amérindien du Panama. Donc, il écrit, et c'est très poétique déjà, les essais. Donc, les essais de l'Ecclésiole, je crois que ce sont les meilleurs. Vous pouvez lire parce que c'est très poétique. Il utilise beaucoup la poésie dans ses essais. Et il commence en disant que quand il est arrivé au Panama, il a vécu avec ces peuples-là, les Mbers. Il a découvert qu'il était un Indien. Parce que, bon, il y a une relation avec ça que je commençais à dire, cette expérience qu'il a vécue en Afrique à l'âge de 8 ans déjà. Mais quand il arrive au milieu de la jungle du Panama et il voit la manière, une communauté très grande il a découvert quand même les mœurs, les habitudes, la pensée de ce peuple-là. Il a dit non, je suis comme eux, je suis un Amérindien. Moi que je ne croyais pas que je n'avais pas de famille, j'ai découvert ma famille. Il dit ça, donc, ça c'est l'introduction de cet essai-là. J'utilisais cet essai-là pour parler un peu j'utilisais un peu cet essai dans la mémoire, pour parler de cette relation de l'Ecclésieux avec les peuples amérindiens, pour expliquer l'expérience, les initiations chamaniques vécues par les personnages que je disais. Et donc, j'ai découvert que l'Ecclésiole a écrit beaucoup de livres sur le Mexique. Donc, j'ai pris tous les livres, l'Ecclésiole parle du Mexique, et je vais les étudier au doctorat. Donc, l'Ecclésiole, il est aussi fasciné par les peuples, les Indiens du Michoacán. C'est une région du Mexique central. Il y a un livre qui a été écrit par les jésuites au Mexique qui s'appelle Relations des Michoacán. Donc, c'est la culture des Michoacán, des peuples du Michoacán, que l'Ecclésiole, qui a été écrit par les jésuites. L'Ecclésiole a traduit ce livre en français. Il a traduit, c'est un livre qui a été écrit en espagnol. Donc, il a traduit ce livre. Et donc, et aussi, il va parler de cette pensée qui a été interrompue. Il y a un autre essai. Donc, là, le doctorat, je vais analyser beaucoup d'essais. Donc, j'analyse cet essai AI, qui c'est l'essai d'expérience où l'Ecclésiole va raconter les différences culturelles entre ces modes de culture occidentale. Et bon, c'est très poétique parce qu'il va parler de la manière où ces peuples-là vont valider avec la musique, avec l'image, avec l'art. C'est complètement différente d'une manière qu'on a de l'art, de musique, de nature, enfin. Donc, c'est très ethnographique. Et Ouais, j'irais dire qu'il est un peu un sociologue, n'est-ce pas? oui, donc oui, il est un peu anthropologue. Oui, il est un peu anthropologue. Il a une littérature très anthropologue. Je vais utiliser un anthropologue. Pardon, c'est parce que tu as dit, il est un peu
il est un peu anthropologue. J'ai compris, il est un peintre anthropologue. Ça veut dire qu'il fait des peintures. Ben non, il fait des peintures, mais les peintures avec les lettres, c'est plutôt difficile, je crois. Hein. Ouais, tout à fait. Mais c'est de la fiction. Bon, je suis un peu curieuse hein, parce que Non, je ne non, sais pas si j'ai compris. C'est pas de la fiction, hein? non, ce sont des Ah, essais. ouais. Alors, il faut dire aussi que l'Ecclésiо, il commence à écrire dans les années 80. Donc, il fait un succès énorme en France dans les années 80, 1980. Et à cette époque-là, si on commence à faire les liens, les grands auteurs du monde qui ont reçu presque tous les prix Nobel, et d'abord l'Ecclésio, et d'ailleurs, l'Ecclésio, il est le prix Nobel de 2008. Donc, dans les années 80, c'était les écrivains latino-américains qui gagnaient tous les fois le Nobel, quoi. Donc, Octavio Paz, Garcia Marquez, Vargas Llosa, et tous ces écrivains-là, ils écrivaient des essais. Bien sûr, l'Ecclésio les a lus, et il a commencé aussi à écrire des essais. Donc, c'est pas fiction. Donc, je vais étudier aussi ce genre-là dans la thèse. Qu'est-ce que c'est l'essai? C'est difficile d'expliquer un peu. Bon, on dit que le premier auteur qui a écrit des essais, c'était Montaigne. Donc, il y a une traduction française pour les essais. Mais les essais, c'est une chose un peu plus libre. Tu parles d'un sujet sans connaître beaucoup le sujet. Donc, tu n'es pas un spécialiste, mais tu écris quand même. Donc, c'est ça que l'Ecclésion va faire. Donc, alors, le premier livre que je vais étudier, l'un des livres que je vais étudier, c'est AX, c'est un essai. Après, je vais étudier La Fête chantée et autres essais de thème amérindien où il va parler de ces peuples de Michoacán et le rêve mexicain ou la pensée interrompue. Parce que je ne savais pas, bien sûr, j'ai découvert ça en lisant l'Ecclésio, que les peuples amérindiens, précolombiens, mexicains, ils attendaient des hommes blancs et barbus qui allaient arriver, ils allaient modifier le, quoi, les Le communautés. paysage, la vie, ouais. Oui, ils attendaient ça, les Mayas, les Aztèques aussi. Donc, il y a des peuples. C'était un mythe qui était du Pérou jusqu'à dans toute l'Amérique du Nord, qu'il allait arriver des hommes barbus, etc. Donc, c'est le rêve mexicain, mais c'est aussi la pensée interrompue, parce que, bon, D'Ecclésio, il va dire qu'il y a le rêve, mais il y a aussi cette interruption. Donc, c'est l'autre excès que je vais étudier. Et après, il y a deux romans. Donc là, c'est la fiction. Il y a le roman Uronia, qui c'est le Mexique contemporain. Donc, comment vivent ces personnes qui sont descendants des peuples amérindiens, des peuples originaires Mexique. Donc, ce sont des peuples qui sont au bord de la société mexicaine, qui n'ont pas de place, etc., qui a des conflits. Donc, c'est ça que va montrer le roman. Et il est aussi fasciné par Diego et Frida. Donc, il a écrit une biographie sur Diego, surtout sur Diego Rivera, parce que, bon, Diego Rivera, il a peint des très grands muraux dans les bâtiments, dont il y avait des thèmes amérindiens aussi, des peuples avec les... Donc, l'Ecclésio, il est fasciné par les Amérindiens, donc c'est ça que je vais étudier un peu. Ah, c'est curieux, quoi. C'est bon de voir les gens qui étudient ça parce que parfois, en fait, je pense que les Amérindiens, ils ont plus de mémoire en tant que documents. Ils sont plus documentés, tu vois?
et que les peuples autochtones brésiliens, par exemple, on a eu un effacement plus grand de notre histoire hein, à la base. Par exemple, moi, en tant que métis brésilien, je connais pas mes origines après mes grands-parents, avant mes grands-parents. Le maximum que j'arrive à calculer de mon arbre généalogique, ce sont mes grands-parents, parce qu'après, je sais pas qu'est-ce que s'est passé. Hein. Donc, nous, au Brésil, il y a cet effacement de notre histoire. Hein, malheureusement. Alors, il faut dire aussi que les peuples amérindiens du Mexique, ils étaient un peu plus développés, quoi, comme société quand même. Quand les Espagnols arrivent au Mexique, ils ont découvert les systèmes sanitaires parce que en Europe, le système sanitaire n'est pas très développé, mais bon, dans la société des Aztèques, ils avaient ça, ce savoir-faire-là quand même. Donc, et ce qui ne sait pas, je crois aussi qu'il y a une différence entre les jésuites espagnols et les jésuites portugais qui sont arrivés ici. Parce qu'il y a eu une vague l'Ecclésios s'appelle ça des 12 apostrophes du Nouveau Monde, parce qu'ils ont quand même documenté tout. Donc, la relation de Michoacán, c'est la base où l'Ecclésios va faire des recherches sur ces peuples-là. Donc, il a été écrit par des jésuites. Donc, et à un moment donné, les peuples amérindiens, ils ont dit, bon, si on ne raconte pas, ben, ça va disparaître. Donc, ils ont commencé à raconter. Et surtout les enfants, parce que les enfants, ils ont appris beaucoup, ils ont appris très vite l'espagnol. Donc, c'était des histoires dictées par les enfants qui étaient dictées par les derniers peuples du Michoacán. Donc, ça ne s'est pas passé au Brésil. Non, ça ne s'est pas passé au Brésil. Et aussi parce que, bon, les Portugais, ils avaient un très grand savoir-faire aussi de se mélanger. Et bon, je lis aussi dernièrement le Raízes do Brasil et Serge Buarque, il dit ça, que, enfin, c'est très violent. Serge Buarque cache un peu la violence de cette colonisation portugaise, mais les Portugais, ils ont eu la chance, par exemple, des Indiens brésiliens qui ont appris très vite le portugais. Ils ont appris très vite. Ils ont appris très facilement. Ils ont appris... Et ça ne s'est pas passé, par exemple, Serge Buarque, il dit aussi, par exemple, au Nord-Est, où les Néerlandais arrivaient là-bas. Parce que les Amérindiens, ils ont eu beaucoup de difficultés d'apprendre le néerlandais. Donc, ce n'était pas un peuple qui n'était pas préoccupé aussi pour documenter, donc on a perdu ça, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Bon, en t'écoutant parler, une question m'est venue à la tête. Puisque l'Ecclésieux il est encore vivant, hein, c'est rare qu'on étudie un écrivain qui est vivant. Hein. J'aimerais savoir, est-ce que par exemple, si tu le rencontrais à la queue de la boulangerie, est-ce que tu as déjà imaginé ça? Qu'est-ce que tu lui demanderais? Alors, je crois que oui, j'ai déjà pensé à ça, parce que comme, je crois que l'Ecclésieux, il est plus lié à la nature que moi, d'abord. Donc, et je crois que tous les Brésiliens, et surtout à ce moment-là, on est un peu plus lié à la nature, parce que bon, on commence à brûler notre nature, quoi, et avec un système d'État qui finit avec notre forêt quand même. Donc, je crois que l'Ecclésieux, il accompagne ce qui se passe au Brésil, parce qu'un homme qui a vécu dans une communauté
avec un peuple au Panama qui a appris la langue de ces peuples-là. Et donc, il se préoccupe quoi, avec les Indiens. Quoi. Donc, je lui demanderai qu'est-ce qu'il pense, s'il ne voulait pas vivre au Brésil, écrire sur le Brésil, qu'est-ce qu'il pense de cette relation que le Brésil il a eue avec les Indiens du Brésil. Et cet effacement qui a commencé au XVIe siècle et ça continue jusqu'à aujourd'hui, etc. Je crois que je lui demanderai, parce que le Brésil, il est, bon, c'est dur de dire ça que je vais dire, mais il faut dire, on tue nos Indiens, mais on est le pays où il y a beaucoup, qui a la plus grande présence des Indiens, quoi. Donc, on a une très grande population indienne, donc je lui demanderai ça. Mais avant tout, je crois que j'avais un attaque de cœur. Oui, j'ai demandé ça en fait parce que moi, j'ai un ami qui étudie aussi un auteur brésilien qui est encore vivant. Et donc, il a dit, mais non, c'est horrible ça, en fait. C'est... Oui, donc, oui. trop difficile. Donc, je suis un peu anxieux de parler avec vous. Imaginez parler avec l'Ecclésio, l'auteur qui est très connu en France. L'Ecclésio, il est toujours présent dans les médias français. Quand il se passe quelque chose, parce qu'il écrit aussi il écrit beaucoup sur les immigrants, sur l'immigration. Donc, quand il se passe quelque chose sur l'immigration, les immigrants qui arrivent en France, les journaux français lui demandent qu'est-ce qu'il pense, quelle est son opinion, etc. Donc, juste un petit commentaire. J'ai écouté un entretien avec Georges Brassens. C'est un chanteur français que j'aime beaucoup, hein, en fait. Et qu'il a donné à France Culture. Hein. Et il a dit que son auteur préféré, c'est Victor Hugo, si je me souviens bien. Hein. Je crois que c'était Victor Hugo même. Hein. Ouais. Ils ont demandé qu'est-ce qu'il parlerait, qu'est-ce qu'il dirait avec lui, qu'est-ce qu'il parlerait à Victor Hugo s'il le rencontrait dans la rue. Et là, il a dit, ah non, je n'oserais pas parler avec lui. Moi, je crois que je suis un peu journaliste quand même. Cette envie que j'avais quand j'étais adolescent, bon, je demanderais. Et en plus, parce qu'il a 80... Profitez de l'opportunité. Bon, il a 89 ans, donc il a 89 ans, donc il faut demander vite. Non, oui, il faut le faire. Hein. Je suis d'accord avec toi. Il faut profiter de l'occasion. Hein. Ouais, le silence, tu l'as déjà, hein, si tu ne demandes pas. Donc, il faut oser. Hein. Je fais un entretien avec le client. Ah, voilà. Bon, Clésio, si tu nous écoutes là, appelez Philippe. Hein. Mon email, je vous donne mon email. Ah, mon Dieu. Mais le côté journaliste, l'esprit journaliste, il est encore vivant. Hein? Oui. C'est ça. Bon, je sais on sait qu'il continue à produire, bien sûr. Mais tu as un livre... Tu as déjà choisi un livre préféré? Donc, c'est difficile parce que l'Ecclésio, il a plus de 130 livres publiés. Donc, je n'ai pas lu tous les livres. Hein? C'est trop. Il écrit presque 2 livres par an. Oh, mon Dieu, mais c'est une machine. Oui. C'est une machine. Lui, il est une machine. Il écrit beaucoup. Donc, je n'ai pas lu toute l'œuvre de l'Ecclésio. Et bon, mais je dirais que les livres que j'ai déjà lus de l'Ecclésio, ce qui m'a vraiment touché, c'est Haï, c'était Sarah que je parlais. J'aime bien l'œuvre
essayiste de l'Ecclésio, essayiste, je crois que je peux dire ça, je ne sais pas s'il y a ce mot en français. Alors, et aussi, j'aime bien l'Africain. L'Africain qui s'est... Et d'ailleurs, c'est un livre qui a été traduit en portugais. C'est une bonne traduction pour ceux qui... C'est facile. C'est pas facile d'acheter parce que c'est un livre qui a été édité par Cosaque Naïf, donc il ne se vend plus. Mais on peut l'acheter au stand virtuel. Oui, vous pouvez. Donc, j'aime bien ces deux livres-là. Mais j'aime bien aussi d'autres. Mais mes préférés sont... Mondo et autres histoires aussi. J'aime bien les nouvelles de Mondo et autres histoires. Toutes les nouvelles de Mondo et autres histoires. J'aime bien aussi. Et pour ceux qui nous écoutent, qui a un niveau intermédiaire de français, vous pouvez lire ces livres-là, parce que la littérature de l'Ecclésio, ce n'est pas une littérature qui est difficile, sauf l'extase matérielle, qui c'est un peu difficile, mais le reste, je crois, que c'est une lecture facile à faire. Et sur ce thème-là, justement, que dirais-tu à quelqu'un qui se demande s'il vaut la peine de lire l'Ecclésio ou pas? Quelqu'un qui nous écoute jusqu'à ce moment-là, qu'il a encore un doute s'il vaut la peine ces voyages avec l'Ecclésio. Alors, ça vaut la peine parce qu'il a reçu le prix Nobel 2008. Je rigole. Parce que la Suisse a dit au monde. C'est ça. Oui, le Norvège, je crois que c'est qui non, c'est pas en Suisse, le prix Nobel? Non, je crois que c'est en Norvège. Non, je crois, non, c'est Norvège. Bon, tu vas vérifier. C'est l'académie. Ah, c'est sur les deux. C'est sur les deux. En fait, c'est pas suisse. C'est suédoise et norvégienne. Oui, voilà. Voilà. Alors, non, je rigole. Mais, donc, je crois que c'est bien aussi de lire les prix Nobel. Et donc, c'est intéressant aussi parce que quand l'Ecclésio il a reçu le prix Nobel, la France n'attendait pas le prix Nobel parce que la France est le pays qui a gagné le plus Nobel de littérature. Bon, il y a beaucoup d'écrivains français qui ont reçu le Nobel. Donc, maintenant, c'est pas seulement pour ça que je conseille l'Ecclésio, parce que déjà, un écrivain qui aime écrire sur les mythes, c'est rare. C'est rare les écrivains qui donnent sa vie pour découvrir les mythes du monde, quoi. Donc, par exemple, je ne connais pas beaucoup sur la Corée du Sud, mais l'Ecclésio, il a écrit un livre, c'est l'un de ses derniers livres, qui s'appelle Sous le ciel de Séoul. Donc, bon, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a sur le ciel de Séoul, quoi. Donc, c'est ça, on voyage, on découvre des choses qui ne sont pas beaucoup médiatisées, on découvre des choses qui sont cachées, on découvre, c'est un écrivain très encyclopédique, et c'est une encyclopédie de mythes. Donc, c'est parfait, c'est un auteur qui voyage et qui nous fait voyager avec lui. Voilà. Oui, ça donne envie, vraiment. Tu m'as convaincu. Oui. Alors, il a beaucoup de livres. Il a, je crois, 15 livres qui ont été traduits en portugais. Donc, ah, c'est super. Hein. Oui. Ouais, c'est cool. Et alors, Philippe, quel est le sentiment d'être chercheur dans la pandémie? Parce que c'est fou, non? Bon, je pense que pour tout le monde, en fait, mais en tant que chercheur, parce que je sais pas, mais je pense que c'est déjà un métier quand on est tout seul, on est toujours à la maison, mais là, on est obligé, en fait. Hein? Bon, mais alors, et comment ça se passe pour toi? Je crois que ce qui m'a manqué le plus, ce qui me manque le plus, parce qu'on n'a pas encore fini cette période-là, c'est la bibliothèque, parce que
pour, pour un chercheur en sciences humaines, en littérature, le laboratoire, c'est la bibliothèque. Donc, je n'ai plus de laboratoire. Donc, difficile. C'est difficile de faire des recherches, par exemple, la bourse que l'État me paye, je ne peux pas acheter tous les livres de ma recherche, quoi. Je ne peux pas. Donc, je me débrouille un peu avec les PDF qu'on trouve sur Internet, mais lire sur l'écran. Donc, je suis un peu démodé, quoi. J'aime bien lire sur la feuille. Je préfère la feuille que l'écran. Donc, c'est ça, je crois que c'est la grande difficulté. Et aussi parce que, bon, quand on est à la bibliothèque, on croise avec les gens, on parle un peu, on prend un café, on parle, on discute, on dit, ah, j'ai des difficultés à ça, il y a des personnes qui te conseillent un texte, il y a d'autres qui conseillent un théoricien, etc. Donc là, c'est difficile et aussi parce que il y avait un mème, je crois qu'on peut dire mème en français, je ne sais pas. Ah. Alors, qui montre l'image d'un ordinateur et dit que ceci n'est pas une école. Donc, ce n'est pas une école. Et j'ai commencé à faire mon doctorat en 2020, en mars 2020. Ça s'est passé 2 semaines après le début de mes cours présentiellement, quoi. Ça a commencé la pandémie au Brésil. Donc, j'ai fini maintenant mes cours du doctorat et je les fais tout sur l'ordinateur. Donc, j'ai déjà perdu beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échangements. Et bon, c'est ça, je crois. Je pense, par exemple, les gens qui font de la science, des sciences plus dures, des sciences biologiques, des sciences chimiques, etc., qui n'ont plus les laboratoires, je crois que bon, ce sont les laboratoires qui nous manquent. Et mon laboratoire, c'est la bibliothèque, surtout la bibliothèque de la faculté des lettres. C'est une bibliothèque énorme. C'est une bibliothèque la bibliothèque de la faculté des sciences humaines aussi de l'UFMG, qui a beaucoup de titres, des titres dans diverses langues. C'est ça qui me manque un peu. Oui, on s'est croisés plusieurs fois, hein, donc Voilà. toujours, Ouais. hein, on fait la pause café, donc on se demandait, Ouais. on allait à la cantine. Ouais. Ah. Ouais. On arrive à la fin, ouais, plus ou moins. Et on aimerait savoir, est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas fait, que tu veux répondre, que tu penses que c'est important d'en parler? Alors, c'est vraiment différent parce que, bon, je croise beaucoup maintenant, je croise avec des amis de la sociologie. J'ai beaucoup d'amis qui ont étudié la sociologie. J'ai une amie qui a étudié en plus la sociologie, qui fait son doctorat aussi à l'anthropologie. Et quand je lui ai raconté ma recherche, ce que j'étudie, la vie de l'Ecclésiaste, ce que je racontais un peu ici, quoi. Elle m'a dit, mais c'est bizarre, un homme qui a reçu un Nobel, qui est blanc, qui était un peu quoi, les colonisateurs en île, sa grande famille était un peu les colonisateurs en île Maurice. Donc, elle a comme les anthropologues, je crois, qui sont plus décoloniales, ils sont vraiment dans la décolonialité. Cet étonnement-là, il est important aussi de questionner pourquoi un homme blanc, un homme qui est très lu en France, qui fait aussi, il n'est pas très lu au Brésil, parce que je crois que les Brésiliens lisent peu,
mais bon, que c'est un homme qui est très lu aussi aux États-Unis, qui est très lu, bon, qui est beaucoup traduit dans le monde, commence à s'approprier de ces mythes-là. Donc, je crois qu'il nous faut questionner ça aussi parce que, donc, l'Ecclésia, il y a quand même des privilèges. Et son plus grand privilège, c'est qu'il écrit en français. Donc, s'il écrivait en portugais, je ne sais pas s'il avait un Nobel, par exemple. Et donc, et je crois que c'est aussi l'un des traumas de l'Ecclésia, parce que il est né dans un pays colonisateur, il y a un pays qui est un peu, qui donne un peu les règles, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Donc, et ce qui est intéressant de voir dans son œuvre, c'est comment il problématise ça. Et il faut dire aussi que l'Ecclésia n'est pas très militant. Donc, il ne va pas très militer, il ne va pas dire... Aujourd'hui, il milite plus parce que quand je crois qu'on est au fil du temps, je crois que, bon, quand on vieillit, je crois qu'on milite plus. Donc, c'est ça que je voulais dire. Tu penses qu'on milite plus? Je crois aussi, surtout si, bon, il faut dire aussi que l'Ecclésia, il est un intellectuel, ok? Donc, il n'est pas n'importe quel militant, donc il utilise plus maintenant cette voix, ce privilège qu'il a de parler aux Français, de parler et de parler surtout quand il parle français, mais il parle vraiment aux autorités françaises, quoi. Donc, je crois qu'il a ses privilèges, mais il utilise bien les privilèges. Ouais, en fait, mais c'est parce que je pense toujours qu'on est plus... Bon, on vit et à la mesure qu'on devient, n'est-ce pas, plus vieux et vieille, en fait, on est plus conservateur. Et en fait, on milite plutôt quand on est jeune. Ouais. Donc... Bon, on peut avoir plus de conscience avec l'âge et je pense que ça peut nous aider, mais je pense qu'on doit faire plus d'efforts, en fait. Oui. Non, mais on fait plus d'efforts. Nous, moi, Louise, Adrien et moi, Philippe, on fait plus d'efforts parce que, bon, on est des étudiants, on est des professeurs, mais quand tu as une voix et au fil du temps, qu'on voit que on aperçoit les choses qui se passent et surtout je crois que bon, les intellectuels qui vieillissent, ils ont ce pouvoir-là. Donc, c'est différent même. J'étudie un peu aussi la figure de l'intellectuel dans ma thèse. Qu'est-ce que c'est un intellectuel? Qu'est-ce que l'intellectuel il faut faire pour les générations qui arrivent, etc. Donc, l'Ecclésia aussi, il a écrit sur Greta Thunberg. Il défend les idées de Greta Thunberg. Il est vraiment préoccupé. Il milite plus. Oui. C'est intéressant que tu as parlé de ça, parce que quand tu nous racontais qu'il s'est identifié avec les Amérindiens, et il a dit que son origine c'était là-bas et tout, en ce moment-là, j'ai pensé à cette chose du privilège. Et je me suis rendu compte que je disais, non, mais bon, il est colonisateur, quoi. Il est... Non. En ce moment, quand tu parlais ça, mais après, j'ai oublié, parce que tu as continué à raconter et tout, et j'ai embarqué dans l'histoire, j'ai oublié de faire ces commentaires. Et maintenant, tu nous apportes très bien de penser à ces points. Oui, c'est le point de contradiction qu'il faut toujours avoir dans la figure d'un homme européen, quand même. Et même ce privilège de connaître cette quantité de pays, de voyager comme ça, c'est un privilège d'avoir la monnaie la plus chère de la planète, quoi. Donc, déjà, aussi. N'est-ce pas? Parce que,
faut vivre n'importe où hein, si on gagne 1 euro. Quoi. Et aussi le privilège d'être un écrivain qui écrit, qui a lu. Donc, Ouais, tout à fait, ouais. Alors, Philippe, dommage, on commence à arriver à la fin de cet épisode-là merveilleux. En fait, je pense qu'on pourrait faire plusieurs épisodes avec toi pour rigoler et aussi pour parler d'autres choses parce que j'aime beaucoup, en fait, ça me manque. Mais alors, comme on oui. arrive à la fin, la dernière question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Ça veut dire, qu'est-ce que tu nous indiques comme lecture, série, film, podcast? Alors, je pensais à ça. Hein. Donc, comme une personne de balance, j'ai eu trop de difficultés de choisir. Donc, mais pour faire un lien avec la personne qu'on a présenté aujourd'hui, c'est l'épisode, c'est pas moi, c'est l'Ecclésio en fait. Alors, je voudrais recommander un film. C'est un film hier, j'ai vu que c'était un film qui a été coproduit par la France. La France, elle a coproduit ce film. J'ai oublié tout. J'ai oublié de vérifier le titre en français et le metteur en scène, mais je vais vérifier ici très vite. Alors, en portugais, c'est O Paraíso Deve Ser Aqui. Donc, vous avez déjà vu ce film, c'est un film merveilleux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est un film d'Elia Suleiman, donc c'est un metteur en scène que je ne connaissais pas en fait. Et c'était le premier film palestinien qui a été nommé aux Oscars. Donc, il est palestinien, donc c'est un homme qui, comme l'Ecclésio, n'a pas de racines. Donc, et dans ce livre, il commence à chercher ses racines. Et dans tous les lieux qu'il passe, il va passer dans beaucoup de lieux du monde. Dans ce film. Dans ce film. Et le titre, c'est O Paraíso Deve Ser Aqui, parce que, bon, peut-être c'est ici. Donc, je ne vais pas dire s'il trouve son paradis, quoi, mais bon. Juste pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas brésiliens, tu sais le titre originel du film? Pas en portugais, mais... Parce que ce n'est pas un film brésilien. Ah oui, alors... en français ou en anglais, je ne sais pas quel est le titre. Et en anglais, le titre, je vais vous donner le titre en anglais, juste un moment. It must be heaven. It must be heaven. Bon, oui, voilà. Très bien, Merci beaucoup, alors. De rien. Pour l'indication. Ah, merci. Oui, pour toutes ces histoires. Merci. Moi, je vous remercie. J'étais un peu anxieux, mais... Oui, ça très bien. Non, mais on ne parle que entre nous. Personne ne va nous écouter. Oh, bah, bien sûr. Après, on est sur Spotify. Le Spotify, c'est très limité. Sur YouTube aussi. Oui, sur YouTube. C'est encore pire. C'est gratuit. J'aimerais te demander, pour ceux qui nous écoutent, qui cherchent un spécialiste littérature française contemporaine, l'Ecclésio, et aussi un prof de français, comment pour te retrouver? Alors, je crois que la manière la plus facile de me trouver, c'est sur Instagram. Mon profil, c'est @Philippe-Gonzalves. Donc, c'est... Au lieu d'un CCD, il y a un Z. Donc, c'est ça, vous me trouvez facilement sur Instagram. Vous pouvez me suivre. Je suis un peu militant. Je suis contre Bolsonaro. Donc, c'est quand même amusant de voir mes ironies sur Instagram. Parfait, bon. En tout cas, pour ceux qui nous accompagnent jusqu'à ce moment-là, comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur Spotify, YouTube et plein d'autres plateformes. Suivez-nous sur Instagram, justement, pour des contenus exclusifs chaque jour. On va taguer Philippe dans les posts concernant cet épisode. Donc, vous pouvez suivre Philippe aussi là-bas.
Et donc notre arrobase Pont Française Podcast. Merci d'être jusqu'à ce moment-là avec nous. Merci Luisa, merci Philippe. Merci. Et à la prochaine. Merci. À la À la prochaine. Ciao. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonsoir. Et oui. Ciao. À la prochaine.